Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec l'historien de l'islam contemporain, Monsieur Sadak Selam. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Avant tout, merci d'avoir accepté cette invitation. Actualité oblige et la thématique que vous souhaitez développer avec nous ce jour: médiatisation, judiciarisation et déficit de légitimité religieuse. La scène religieuse, notamment de l'islam en France, ne cesse pas de rebondir chaque semaine. Comment vous voyez ces derniers rebondissements, notamment ces différentes déclarations des uns et des autres sur la gestion de l'islam, déjà dans un premier temps, si vous le permettez? Oui, là, il y a un adage américain qui dit plus ça change, plus c'est la même chose. On a les modes d'expression qui apparemment changent, mais quand on gratte un peu, on trouve le même problème, les invariants qui restent à examiner de près. D'accord. On a depuis ces quelques mois une agitation médiatique qui va dans le sens d'une escalade, d'une surenchère. Mais là, on est passé de la médiatisation à la judiciarisation. Et on a aussi un texte où il y a une menace de porter plainte contre Khaled Ben-Shir Ouais. après ses déclarations dans la presse algérienne. Alors, il faut observer que Khaled Ben-Shir fait de bonnes déclarations dans la presse algérienne gratuitement. Il ne paye pas pour être publié, contrairement à d'autres. Bon. Et il a porté un jugement sur Chalroumi, qui est connu de tout le monde du fait de sa surmédiatisation. Il est connu comme le loup blanc, c'est pas nouveau venu. Donc dire que Chalroumi a une légitimité voisine de zéro, lui il considère ça comme une diffamation ou une injure. Alors on va voir, ça va être un test assez intéressant pour voir si la justice, l'instance judiciaire, a la même notion de la liberté d'expression que les ténors du fondamentalisme laïciste, comme le dit Khosrow Komar, qui est un très bon sociologue de la religion musulmane. Il a parlé de fondamentalisme laïciste. Or, le fondamentalisme laïciste considère que la liberté d'expression est sans limite. On peut traîner dans la boue le prophète tout en sachant que ça blesse des centaines de millions de musulmans. Or, la plainte de Chalroumi a l'air de vouloir dire qu'on n'a pas le droit de critiquer le déficit de légitimité de Chalroumi et de ses nouveaux alliés. Donc ce serait une drôle de liberté d'expression qui interdirait de critiquer un faux imam, quelqu'un qui massacre le français alors qu'il est le champion de l'assimilation et il ne s'est pas donné la peine d'améliorer son français. C'est un manque de respect pour la culture française. Est-ce que la nouvelle conception de la liberté d'expression nous interdirait de porter un jugement comme ça, et elle autoriserait le premier venu à traîner dans la boue le prophète? Donc c'est un bon test, même si ça ridiculise les musulmans, qui continuent à n'avoir aucun débat entre eux, et à chaque fois qu'il y a des échanges, ça se termine dans les prétoires. Vous avez parlé que l'affaire est dans les mains de la justice, donc on verra bien ce qui va en décider la justice, et notamment cette nouvelle procédure qui a été faite par l'avocat de M. Chalroumi, notamment de passer auprès du doyen du juge d'instruction. Donc, laissons la justice parlera de ça, mais par contre, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette affaire. C'est quoi la raison parmi les premiers déjà, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui est au courant de ce conflit entre la GMP, et notamment entre le recteur de la GMP, M. Hafiz Samcheddine, et M. Khaled Ben-Shir. Paraît-il comme quoi il y a un procès qui ne va pas tarder de passer au tribunal. Oui, d'abord il faut remarquer que
la première réaction aux déclarations de Al-Béchir, qui sont toujours mesurées, plus intelligentes que celles des nouveaux venus là, dans le paysage islamique, c'est un tweet de Sifawi qui menaçait Al-Béchir du plainte qui aurait émané de la grande mosquée de Paris. Or, au lieu de ça, nous avons une plainte de Chelroum. Et il faut rappeler le processus de Chelroumisation du recteur fantoche de la mosquée. Il s'est rapproché de Chelroumi, même s'il a quelqu'un à sa disposition, un mercenaire de la plume, qui avait été le secrétaire de Chelroum. Et c'est lui qui est soupçonné d'avoir été à l'origine des articles injurieux contre nous tous. Et là, il faut revenir au mois de janvier, où le recteur fantoche voulait faire taire tous les gens qui risquaient de le critiquer en versant de l'argent à des plumitifs et à des mercenaires de la plume qui ont attaqué tout le monde en espérant les faire taire. Or, la réaction, celle dans nos émissions et ailleurs, concernait le recteur fantoche et le DG qui l'a nommé. Donc ils ont arrêté de financer des mercenaires de la plume qui restent anonymes et qui leur apportent des révélations assez désobligeantes sur eux. Donc, après, le recteur fantoche est passé à un autre niveau, c'est qu'il s'est mis à soutenir Charlie sans que personne ne lui demande. Et on croit savoir que c'est sur recommandation de Sifawi, qui était à ce moment-là son conscrit, et qui le reste dans une certaine mesure, il croyait avoir droit à une fatwa de la Qaïda dont il soutenait de manière à ce qu'il occupe l'espace médiatique. Mais il ne s'est rien passé de ce côté-là. Après, nous avons appris par un directeur d'un journal arabophone Alger que la GMP a payé pour publier des textes arabes où le recteur fantoche dit exactement le contraire de ce qu'il dit au Figaro, au Point et aux autres journaux qui par la suite ont accepté de le publier. Donc, et on a une tentative premièrement de faire taire toutes les critiques par l'injure, entraînant dans la boue les gens, en les diffamant, etc. Ça n'a pas marché. Il était conscient de son déficit de légitimité parce qu'il y a les membres les plus courageux de la société d'Habous qui ont révélé à l'Algérie patriotique et ailleurs que le 11 janvier c'est un putsch. Ce n'est pas le nouveau recteur manque de légitimité. Et donc, il croyait se faire accepter en promettant de nommer des femmes imams. Il a commencé par recevoir Karina Bahloul, cette femme imam qui pose problème, qui se met à diriger la prière sans aucun débat islamo-musulman. Donc il s'est lancé dans une surenchère laïciste de manière à se faire accepter par les organisateurs de l'islam qui acceptent comme maître à penser les fondamentalistes laïcistes sur les plateaux de télévision. Et ça n'a pas marché. Et ensuite, il s'est mis à dissimuler donc ses déboires, parce qu'il a eu toutes sortes de déboires tout récemment avec les autorités algériennes. Mhm. On a un représentant de l'Algérie qui lui a dit récemment, il faut savoir que le recteur fantoche et le DG, à 2 reprises, ils se sont pointés à la porte de l'ambassade d'Algérie, personne n'a voulu les recevoir. Donc ça apporte un démenti cinglant à toute la propagande mensongère où ils ont commencé par faire croire qu'ils auraient été reçus par le président algérien. Et nous avons démontré, vérifié qu'il n'en est rien. Or, à mon avis, cette alliance tacite, ce rapprochement entre le recteur fantoche et Chelroumi, c'est lié au récent déboire avec les autorités algériennes, où vous savez, un représentant de l'Algérie à Paris, que le recteur fantoche a cherché à rencontrer, et il lui a dit « L'ijabek
amené est indésirable, c'est-à-dire le DG. C'est parce que le vrai recteur, c'est l'ancien garde-corps, devenu inspecteur des imams, puis DAG, puis DG. C'est lui le vrai recteur. Le recteur fantoche médiatisé ne fait que lui obéir. Or, les autorités algériennes lui ont dit ce type-là est indésirable. Donc, c'est une claque qui lui vaut une déprime. Et il y a aussi l'arrivée du procès intenté par Al-Béchir contre le recteur fantoche, mais en tant que président de Vive l'Islam. Le président de Vive l'Islam, qui s'est présenté aux dernières élections de la FIF, où les élections ne sont pas truquées. Or, lui, il est protégé par des gens qui ont l'habitude de truquer les élections. Un vote à bulletin secret, c'est Al-Béchir qui a été élu contre lui. Donc, il se venge en lui disant les nouvelles fonctions de président de la FIF sont incompatibles avec la présentation de l'émission dite islamique. Donc, il l'a écarté et il y a 2 procès intentés par Alep, il faut saluer son courage, contre France 2 et contre Vivre l'Islam. Et le procès arrive, il y a une séance qui est prévue, je crois, pour mardi ou mercredi prochain. Et la plainte déposée par Chelroumi est destinée à faire oublier cette plainte-là, qui va faire l'objet d'une médiatisation. Et Al-Béchir a été très discret jusqu'à maintenant, à mon avis, il a eu tort. Il aurait dû faire savoir Urbi et Orbi qui porte plainte contre France 2 et contre l'inamovible président de Vive l'Islam, qui par ailleurs interdit dans les réunions du CFCM que soit abordé le problème de la médiocrité désarmante de cette émission. Et ça lui vaut un grave conflit avec Moussaoui, qui a été voir France 2 pour dire il faut rattacher cette émission au CFCM, ce qui aurait été le plus naturel, puisque le CFCM est une instance qui a vocation à devenir représentative, et ça vaut mieux qu'une poignée de manipulateurs, d'alcooliques, comme un des réalisateurs qui massacre le français et qui prétend dicter à l'oreillette ce que doivent dire les présentateurs et présentatrices. Et ça leur vaut un conflit très grave avec la présentatrice choisie par le président du Vive l'Islam pour remplacer Alem. Elle a accepté parce que, bon, la télévision, ça rend fou, et elle était grisée par le fait de paraître tous les dimanches. Mais là, elle a découvert que ce sont des bureaucrates incultes qui utilisent les intellectuels. Et il semblerait qu'elle cherche à porter plainte à son tour. Donc il y a au moins 2 plaintes contre le président de Vive l'Islam, et la plainte de Chelroumi semble devoir s'expliquer par ce calendrier judiciaire où on va ouvrir le dossier de Vivre l'Islam, association créée au ministère de l'Intérieur, qui par ailleurs considère la laïcité comme la loi et les prophètes, mais néanmoins a fait un interventionnisme qui fait que France 2 ne veut rien changer à Vive l'Islam sans l'ordre du bureau central des cultes. Cette question, s'il y a des journalistes qui vont mardi ou mercredi au procès, à la 17e chambre, vont devoir ouvrir ce dossier. Et la plainte de Chelroumi, à mon avis, est destinée à faire diversion pour éviter un vrai débat là-dessus. Monsieur Sadr Salem, la rencontre du président de la FIF avec le président de la République et la décision de la présidence pour financer la FIF, comme on a parlé à maintes reprises dans les différentes émissions, j'ai l'impression a créé pas mal de problèmes à M. Al-Béchir. Ça a créé des problèmes aux jaloux assez contradicteurs. Lui, au contraire, le fait d'être reçu pendant 1h30, personne, même des chefs d'État du tiers-monde, n'ont pas droit à autant de durée d'entretien. Et ça a créé des problèmes au recteur Fantoche, qui a un vrai problème avec Raleb. Raleb est un véritable intellectuel. On peut être d'accord, on peut être en désaccord, mais l'islam est pluraliste, la démocratie
Alep accepte le débat, mais il est dit ça. Lui, Avocaillon, devenu recteur Fontoche, et Djeloul Bekoura, c'est un simple technicien il est en France depuis 50 ou 60 ans, il ne maîtrise toujours pas le français, et il donne des ordres aux présentateurs, ils sont jaloux de Ralep en tant que brillant conférencier et intellectuel. Et tous les intellectuels musulmans qui se respectent doivent avoir comme réflexe pavlovien d'être solidaires d'un intellectuel brimé par des bureaucrates, protégés par des généraux qui sont en perte de vitesse en Algérie et qui sont attirés par les à-côtés financiers de la vie religieuse et qui souffrent d'un déficit de légitimité à durée indéterminée. C'est ça le vrai problème. Il y a beaucoup d'observateurs quand même, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de monde qui m'appelle, hein, et qui en échange par rapport à ce qui est en train de se passer sur la scène religieuse musulmane ici en France, qui ne comprennent pas ce conflit ouvert entre deux frères algériens et qui, chacun d'eux a un poids, hein, président de la FIF quand même, recteur de la Grande Mosquée de Paris, et ce conflit persiste et prend de l'ampleur. Y a-t-il pas possibilité d'apaiser entre les frères algériens ce conflit qui amènera nulle part? Et pourtant, ce sont deux Algériens, et je pèse mes mots, il n'y a pas quelqu'un qui est au milieu, mais il y a un réel conflit entre les deux. Oui, mais ça permet de montrer la nullité du dernier article de Safir News qui a brillé par ses silences sur le déficit de légitimité du recteur Fontoche et qui nous sert un article pour dire qu'il y a un conflit algéro-marocain. Quand il a commenté la dernière réunion convoquée par l'Avocaillon, où il ne dissimule pas son projet de sabordage du CCM, de manière à pouvoir créer une nouvelle structure dont il prendrait bien sûr la tête et qui aurait justement la tutelle de la FIF. Or, évidemment, Moussaoui, il a eu raison de ne pas répondre à cette invitation bizarre, parce que Moussaoui a été invité comme président de l'Union des mosquées. Des mosquées. Des mosquées. Mais pas en tant que président du CSM. Mais par contre, le plumitif de Safir News a oublié qu'il y avait comme invité de marque Kvibesh, président des RMF. Marocain. Oui, le président des RMF, du Rassemblement des musulmans de France. Oui, plus le Fassassi, là, qui va partout, même s'il s'est plaint à moi, il m'a dit que le recteur Fontoche l'avait traité de sale race dans la préparation d'un iftar avec un ministre de l'Intérieur, Sarkozy. Justement sur ce point, M. Sadr Selam, si vous le permettez, parce qu'on l'a évoqué lors de votre dernière intervention, et il y a des questions qui par rapport à cette déclaration gravissime, quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que peut-on parler du racisme dans cette affaire? Il a eu des propos racistes. Le Fassassi a porté plainte au commissariat le plus proche, et c'est la place Beauvau qui a fait pression pour qu'il retire sa plainte. Donc, le recteur Fontoche avait des protections, des complaisances parmi les organisateurs laïcs de l'islam. Et à mon avis, il se trompe, il se fait beaucoup d'illusions en misant sur ces protections occultes, qui ne changent absolument rien à son déficit de légitimité. Une protection par un énarque quelconque ou ex-diplomate ou quelqu'un de l'administration des cultes ne change absolument rien à son manque de légitimité religieuse, qu'il reconnaît d'ailleurs dans l'article dans le Khabar en Algérie, quand le journaliste qui, comme informé en arabe, il lui a dit pourquoi vous ne connaissez pas l'arabe, vous ne connaissez pas grand-chose à l'islam, il lui a dit moi je suis un homme politique, je n'ai pas besoin d'une légitimité religieuse. Et sur RTL, il dit moi je ne suis pas un homme
plus affinée dans le choix des interlocuteurs. Et on sait par ailleurs que l'actuel recteur Fantoche a rendu des services à l'administration du culte pour avoir raison du refus de Dalil Boubaker de participer à l'Istichara. Et du temps de Sarkozy et de Sauvet, c'est lui qui a quand même envoyé un fax de la mosquée de Paris, signé Dalil Boubaker, au moment où Dalil Boubaker était en Suisse, à Genève. Et sur ordre du ministère de l'Intérieur. Ce monsieur a rendu des services au ministère de l'Intérieur et il croit que le ministère de l'Intérieur, malgré les 4 ou 5 changements de ministres, vont continuer à le protéger. Et même s'il est protégé, ça ne règle pas le problème de ses relations avec ses frères, et même ceux de la 3e ou 4e génération, qui se sont donné la peine de se doter d'une culture religieuse et qui lui font la première remarque, est-ce que la laïcité oblige celui qui est responsable d'une instance religieuse à soutenir les caricatures contre le prophète? La réponse est non. Il a fait ça par zèle laïciste de manière à être médiatisé. Quand on est responsable d'une instance religieuse, on commence par défendre le respect de la dignité des croyants, comme l'a fait le président Chirac dans son texte de 2006. Il a dit la liberté d'expression, d'accord, mais il faut qu'elle soit compatible avec le respect de la dignité des croyants, et le recteur Fantoche restera illégitime à cause de ça. C'est une sorte de deuxième péché originel qui le poursuivra jusqu'à la fin de ses jours. N'importe quel croyant musulman pratiquant saisonnier l'interpellera, il a le droit de l'interpeller sur ce point. Monsieur le recteur, avec toutes sortes de guillemets, vous êtes délégitimé quand vous avez soutenu la republication des caricatures contre le prophète, et sur ce point, Moussaoui est plus légitime que lui. Les musulmans sont plus proches de Moussaoui, on peut lui faire d'autres reproches, mais quand il a dit stop à la publication des caricatures contre notre prophète, il était du côté du commandeur des croyants, du roi Abdallah de Jordanie, de tout l'islam sunnite modéré avec lequel il faut faire alliance pour lutter contre les radicalismes. Et c'est ce qui a rendu le recteur Fantoche plus nerveux, parce que plus il était omniprésent dans les médias, plus il était isolé par rapport à ses frères croyants. Et c'est ça qui le rend encore plus nerveux et plus agité, et c'est ce qui l'amène à se rapprocher de Chelroumi et à essayer d'utiliser Chelroumi, puisque je vous le rappelle que c'est Sifawi qui a annoncé menacer Alep d'une plainte de la GMP, et finalement c'est Chelroumi qui dépose cette plainte. Monsieur est en plein désarroi. Monsieur Salam, vous avez dit Monsieur Sifawi, c'est lui qui a annoncé. Monsieur Sifawi, il annonce ses déclarations sur quelle base? C'est un homme de religion, c'est un homme qui est concerné par rapport à ce dossier de l'islam d'une manière directe, hein, je parle, et surtout on parle de plainte, hein, on parle pas de n'importe quoi. Donc, ou bien c'est un journaliste hein, qui a le droit quelque part d'annoncer des news, et espérons qu'elles ne sont pas des fake news. Non, Sifawi est devenu journaliste après son exfiltration en France, après l'épisode dont on a parlé, et quand il était en première année à Alger, il avait droit à un port d'armes du DRS algérien. Et on lui a retiré ce port d'armes. Et on a une version que je publierai dans mon livre, parce que celui qui me l'a donné est fiable, il a tous les dossiers de ces manipulations. Il aurait été exfiltré en France quand il a utilisé son arme contre un innocent qui n'arrivait pas à convaincre. Quand il est à bout d'arguments, il flingue. Donc il est plus proche de Goebbels, ou quand il dit à chaque fois que j'entends parler de culture, je sors mon revolver. Et il se permet de parler de nazisme, etc. Et il est arrivé ici, il avait le même protecteur du DRS à Paris que l'avocat Yon, devenu recteur Fantoche. Donc ils sont restés très proches, et l'avocat Yon, c'est un homme de lettres. Il est plus doué pour les chiffres que pour les lettres. Même comme avocat, il a une éloquence des plus
Ah, il a fait la promotion aussi de Bouteflika pour son 5e mandat. Tous les mandats, les nouveaux mandats, il est dénoncé par des gens qui étaient proches du DRS mais qui là s'autonomisent, où ils ont rediffusé son émission sur une chaîne où il se présentait comme président des comités de soutien au énième mandat de Bouteflika. Et là, il trouve le moyen de dire qu'il combat l'islam politique. Et lui, il est l'incarnation d'une forme des plus contestables de l'islam politique. Au nom de la religion, il représente une sorte d'islam parasitaire qui propose ses services à droite et à gauche au gré de ses calculs d'intérêt. Donc, mais maintenant, il est, parce que sa stratégie, là, son putsch date du 11 janvier, qui n'est pas une date fortuite, c'est la date de l'interruption des élections de 80% d'Algérie. Et il a fait flèche de tout bois, la médiatisation, maintenant, la judiciarisation, mais ça nous rapporte plus quelques mensonges concernant quand il a dit mes imams vont monter au créneau. Il l'a dit il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, les imams qui viennent d'Algérie sont au plus 130, 120. D'abord, ils ne lui appartiennent pas. Ils sont tous outrés par son soutien à Charlie. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est devenu Charlot depuis qu'il a soutenu Charlie, mais comme il intimide, il dit j'ai des protections, etc. Mais le refus de se faire recevoir à l'ambassade montre qu'il n'a plus de protection. D'abord, il y a 2400 ou 2600 imams en France, et lui, il en a 120. Il dit qu'il va régler tout le problème de l'islam politique, du radicalisme, du terrorisme, uniquement par les imams CCP qui doivent rentrer en Algérie à la fin de leur détachement et qui représentent la totalité du corps enseignant de l'Institut Razali. Les gens qui l'écoutent au ministère de l'Intérieur risquent d'être ridicules quand ils leur disent je vais former des imams français francophones par des imams arabophones détachés d'Algérie et qu'on appelle imams CCP. Et ensuite, il ajoute au mensonge en disant j'ai une antenne de l'Institut Razali à Lille et à Marseille, où il y a à peine 3 ou 4 inscrits. C'est du charlatanisme pur, ça. Et maintenant, il veut intimider les gens en disant faites attention, je peux porter plainte par Chalroumi interposé. Et moi, je trouve que d'un mal peut sortira bien cette judiciarisation. Ça sert à intimider, à faire peur, mais la France, ça reste quand même un état de droit où à chaque fois qu'il y a l'islam est sali, attaqué, intimidé sur les plateaux de télévision, c'est la justice qui reste le dernier rempart de la démocratie française. Et la justice ne va pas se laisser intimider par les bluffs du recteur Fontoche et de son DG. À mon avis, cette plainte peut être une occasion, parce que l'expérience montre que les prétoires sont les lieux privilégiés où on arrive à connaître une partie de vérité dissimulée par les tenants de l'islam parasitaire qui dissimulent, qui mentent aux journalistes, qui occupent l'espace médiatique, qui s'agitent, qui gesticulent. Non, la justice reste lente et elle a raison de rester lente. Et c'est là où on peut connaître une partie de ce qui est dissimulé. Donc cette judiciarisation risque de se retourner contre ses auteurs. Écoutez, il y a beaucoup de monde, Monsieur Sadr Salam, et j'aimerais bien avoir votre avis là, parce qu'on parle souvent de cette intervention directe ou indirecte des pétrodollars dans ce qui est en train de se passer actuellement. On parle souvent comme quoi il y a de l'argent pour financer. Et vous étiez parmi les premiers, au fait, comme quoi on a parlé de cet arrêt de subventions algériennes pour la grande mosquée de Paris. Est-ce que cette intervention directe ou indirecte des pétrodollars a une main quelque part sur ce qui est en train de se passer actuellement? Bien sûr, ça c'est des charlatans comme ça, mais ils font flèche de tout bois, ils accepteraient les financements même de l'argent sale, etc. Mais non, mais ce qui les a rendus fous, c'est l'audience d'une heure
d'un autre financement pour ouvrir un institut. Et c'est ce qui fait courir le recteur Fontoche. Il est passé à un stade supérieur de la citation, quand maintenant il ne cache pas son intention de s'aborder le CFCM pour créer une autre structure où il négocierait l'acceptation de la tutelle de cette nouvelle structure dont il serait le Saïmion, tutelle sur la vie. La chose, ça rend fou. Il veut revenir, il est déjà revenu, il montre son papier et qu'il est ringard quand il est revenu à la période l'arbitre fait. En disant, voilà, j'ai un islam soufi, etc., qui va me permettre de lutter contre ce qu'il appelle l'islam politique sans bien savoir de quoi il s'agit. L'islam politique, vous avez tous les diplomates français en poste dans les pays musulmans qui sont mobilisés pour la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Ils vous disent ça ne peut pas réussir sans l'alliance avec l'islam politique modéré et qui renonce au recours à la violence. Bon. Donc là, il est dans, déjà la théorie de l'Arabie Bakr, quand il a créé l'association nationale des Zaouïas, était déjà contestable. Et lui, il revient 30 ans en arrière en mettant ça en avant. Maintenant, il en parle de moins en moins parce qu'il a vu que c'est complètement ridicule. Il veut revenir aussi en arrière à la période Pasqua. La politique musulmane de Pasqua était d'une simplicité biblique qui voulait obliger tout ce qui est musulman en France à se mettre derrière la mosquée de Paris. Pasqua, il ne faut pas oublier qu'il y avait un conseil consultatif des musulmans en France, auquel même l'UOIF avait adhéré à l'époque Abdallah Ben Mansour, mais il a suffi qu'il soit reçu place Beauvau par Pasqua. Dali Boubacar est rentré président du conseil consultatif, il est sorti président du conseil représentatif. Grâce à la baraka administrative, on passe du consultatif au représentatif. D'où la querelle avec Ben Mansour, qui a fait l'objet d'une délation de la part de la mosquée de Paris. La mosquée de Paris est spécialisée dans la délation mensongère. Et là, je le révèle pour la première fois. Ben Mansour a été convoqué par Pasqua, qui menaçait de l'expulser, de dissoudre l'UOIF. Mais Pasqua s'est ressaisi quand il a vu qu'il y avait deux ministres saoudiens qui avaient parlé de Ben Mansour à Charles Pasqua. Et ce sont des ministres qui signent des contrats d'armement très importants. Donc la délation de la GMP a buté sur des intérêts diplomatiques et commerciaux de la France. C'est pour ça qu'il n'a pas touché à Ben Mansour. Bon, mais malgré ça, Pasqua voulait obliger toutes les instances islamiques à reconnaître le recteur de la mosquée comme une seule et unique représentante de l'islam en France. C'est ça. Ça a pris fin en 1995, quand Balladur a été battu par Chirac, etc. Donc les affaires de l'islam sont liées au calendrier de la grande politique. Il ne faut jamais détacher de ces choses-là. Bon, maintenant, grâce à un ou deux soutiens parmi les organisateurs laïcs de l'islam, le recteur Fontoche veut revenir à la période Pasqua, où il veut faire de la grande mosquée la seule représentante des musulmans en France, en espérant obliger tous les autres à venir se mettre sous son aile protectrice. Il veut revenir, dernier point, c'est là le pacifisme du recteur Fontoche, et il veut revenir à la formule de la FOAF, Fondation des œuvres de l'islam en France, qui s'occupait à la fois surtout du culte. Donc cette séparation entre le cultuel et le culturel, il veut la remettre en cause, lui qui est le champion de la laïcisation, de la séparation du politique et du religieux, du culturel et du cultuel. Il est obsédé par les 10 millions accordés à la FIF, ou promis à la FIF. Il veut en avoir le contrôle en imaginant une autre structure dont il prendrait la tête de manière à avoir le contrôle, un droit de regard dans l'utilisation des 10 millions. Mais il faut lui rappeler qu'il est le principal responsable du blocage et de la paralysie de la FOAF, qui avait 2 ou 3
paralysie de la foi et qui l'interroge sur ce charlatanisme qui consiste à promettre la formation des imams français par des imams détachés d'Algérie qui ne parlent pas un seul mot de français. En sachant que la préférence de la GMP pour l'importation des imams détachés a pour origine les 40 millions de bakchiches que certains imams acceptaient de verser pour se faire détacher. Ça a été publié plusieurs fois dans un journal comme Cholour, sans qu'il y ait le moindre démenti de la part des bénéficiaires de ces versements. Donc on est en plein parce que l'information sur l'islam en France est plus restrictive, moins libre que celle des régimes à parti unique. Vous avez les journalistes qui sont pressés, qui n'acceptent pas de se pencher sur ces révélations, dans de quelques exceptions. Et grâce à l'influence que garde M. Sifawi sur certains journaux comme le Canard enchaîné, le recteur Fantoche aurait mérité 2 ou 3 fois à la fois le mur du son avec ses signés et la loi d'honneur du Canard, surtout quand il a dit le recteur sallallahu alayhi wa sallam. Non, le Canard aurait dû l'épingler, mais comme certains plumitifs du Canard consultent M. Sifawi, il le protège encore. Or, Sifawi, il faut se rappeler des images qu'on a revues récemment, après l'annonce du verdict de la justice concernant la plainte déposée par l'avocat Yon au moment d'une caricature danoise, quand il a perdu le procès, M. Sifawi était dans les locaux de Charlie Hebdo en train de sabler le champagne avec Caroline Forest, etc. Donc en matière de sensibilité religieuse, c'est pire que l'avocat Yon qui a arrêté de boire, etc. quand il va au premier rang le vendredi à la prière à la grande mosquée. Il va à la mosquée depuis 30 ans et il rentre à gauche vers les bureaux du recteur où on parle de taxes halal, de trafic, de délation, de rapports sur les suspects pour le DRS, la DGSN. Et maintenant, il a découvert qu'il y avait une salle de prière à droite depuis le 11 janvier. Pendant 30 ans, il a ignoré la salle de prière. Et c'est pas à la fin de sa vie, là. Il est quand même en âge, c'est un jeune retraité, de moins en moins jeune. C'est pas à 65 ou 66 ans qu'il va. Il a 67 ans même. C'est l'âge où le général de Gaulle a dit qu'on ne peut pas devenir dictateur à 67 ans. Alors en 58. Lui, il ne va pas devenir légitime religieusement à cet âge-là. C'est pas possible. Donc il faut arrêter cette mascarade, un jour ou l'autre. Monsieur Sadr Sallam, vous avez évoqué plusieurs points. Hein. J'aimerais bien avoir votre avis parce que le temps presse. On parle souvent comme quoi il y a, comme ils l'ont dit auparavant, il y a un conflit maroco-algérien par rapport à la gestion de l'islam. Mais là, on constate. C'est de la poudre aux yeux. Là, justement. Il y a un conflit entre les gens légitimes et ceux qui ne le sont pas. Qu'ils soient marocains ou algériens ou libyens ou palestiniens ou égyptiens comme bien sûr. Non, ça c'est faux. Ça c'est Safir News qui fait du journalisme d'attaché de presse et qui entretient cette poudre aux yeux en disant que c'est un conflit. Il a oublié que l'invité de marque de la réunion de sabordage du CFCM, c'était Kbibesh, qui est plus marocain que lui, tu meurs. Je crois que vous avez entendu, vous avez écouté l'intervention de M. Khalil Merroun sur la question. Mais si je reviens à cette question, ce n'est pas parce qu'il y a un réel conflit, mais l'idée pourquoi de semer la zizanie entre deux frères marocains et algériens. C'est un faux problème depuis le début. C'est des gens qui viennent dire il suffit de revoir les photos de l'avocat Yon avec Erdogan même à l'ambassade de Turquie, à l'ambassade du Maroc, où il a amené des demandes de subventions, d'invitations, de billets d'avion gratuits, etc. C'est un faux problème. Ça, c'est quelqu'un comme l'actuel DG qui a commencé comme garde-corps, issu sans doute des escadrons de la mort, etc. C'est lui qui m'a dit, il me l'a dit en mois de novembre, le plus compétent pour remplacer Dalil Boubacar, c'est moi. Mais
oranaise et qui était franco-marocaine, à qui il a attribué 40% des recettes de la viande halal. Si tous les Marocains étaient si mauvais que ça, pourquoi il aurait choisi cette viande? Et d'ailleurs, ses supérieurs là-bas lui ont remonté les bretelles en lui disant tu entretiens la haine des Marocains et tu nous ramènes Une Marocaine. Non, ils l'ont soupçonné de travailler pour les services marocains. À ce point. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui. Non, c'est dépassé, ça. Et Sabir News, ils ont refusé d'écrire sur la nullité du recteur Fontoche, et maintenant, ils lui servent, ils se transforment ils font du journalisme d'attaché de presse. C'est dépassé, ces questions-là. On a, Moussaoui, c'est un Marocain. Moi, je n'ai jamais considéré les frères marocains comme un danger. J'ai passé mes meilleures vacances, moi, au Maroc. J'ai tous mes amis d'études marocains dont je garde un excellent souvenir. J'ai jamais cru, moi, à ce slogan, à ce mythe. Jusqu'à aujourd'hui, le plus légitime dans cette affaire qui a valu à la France un isolement diplomatique, y compris au niveau européen, cette liberté d'expression absolue qui permet de relancer les caricatures sur le prophète, contre le prophète toutes les semaines, c'est Moussaoui qui est le plus légitime. Et la preuve, c'est que le président Macron s'est senti obligé d'aller reconnaître la dignité des croyants, que ça blesse, etc., sur Al Jazeera pour attraper le coup. Donc, moi, j'accuse l'avocat Yoon d'avoir induit en erreur les responsables français qui ne connaissent pas très bien le dossier, en leur faisant croire que si lui approuve Charlie, c'est que toute la communauté va faire comme lui. Or, ils se sont aperçus qu'il ne représente que lui-même, à la recherche de médiatisation, qu'il espérait combler son déficit de légitimité. Moussaoui, marocain, franco-marocain, c'est lui qui représente dans cette affaire la sensibilité religieuse de tous les musulmans, pas seulement ceux de France. Donc, si j'ai bien compris, hein, sa déclaration pro-Charlie, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, a induit en erreur les autorités françaises dans ce qui s'est passé sur l'affaire des caricatures et les déclarations qui ont été faites. Il porte, lui, qui a voulu faire du zèle contre le boycott, etc., pour faire du nationalisme français, alors que quand il va en Algérie, il parle de sa sœur Nassima qui a porté le courrier de la zone autonome, de son frère Chahi. Il est ridicule quand on lui dit vous n'êtes pas légitime religieusement, et il dit mon frère est un Chahi. Quel rapport entre ceci et cela? D'abord, son frère, c'est son frère, et lui, c'est lui. Donc, il laisse de tout bois pour faire taire les critiques imparables sur son manque de légitimité religieuse jusqu'à la fin des temps. Il ne sera jamais légitime religieusement, ce charlatan. Si les laïcs, les organisateurs laïcs de l'islam en France, quand ils ouvriront les yeux, quand ils élargiront leurs horizons, ils découvriront qu'il est co-responsable de cet isolement de la France à l'échelle mondiale. Et à commencer par le niveau européen, où les Suisses ont rappelé le droit au blasphème qu'il a défendu, lui, il y a une quinzaine d'années, quand Béchari lui a dit il y a un budget au Qatar pour défendre le droit au blasphème, il était l'un des turiféraires de cette cause-là. Et là, bon, c'est l'arroseur arrosé, c'est l'apprenti sorcier. C'est l'apprenti sorcier, où la sorcellerie se retourne contre lui. Et là, le fait qu'il aille devant les tribunaux, à mon avis, c'est une bonne chose. Ça va montrer que la justice est le dernier rempart de la démocratie française. Les juges, le Conseil d'État, les juges d'instruction ne se déterminent pas en fonction de l'idéologie d'un Fickel-Kroll, de Pascal Bruckner, de Caroline Forest et de tous ses amis de Sifawi. Sifawi, il faut rappeler que Paris 1 a pris une décision radicale en annulant une année
Avocaillon, qui n'était pas encore le recteur Fontoche, qui s'est empressé de répondre à la demande de Paris 1, quand celle-ci, cette université, a sollicité l'Institut El-Ghazali. Et lui, il a répondu au nom de l'Institut El-Ghazali sans consulter sa direction. Il fait ça quand c'est un putschiste né. Il a fait un putsch le 11 janvier. Il a envoyé un texte au nom de Boubacar sans le consulter. D'abord, Boubacar l'a injurié en arabe dialectal à l'époque, en présence dans le bureau du ministre, à la place Beauvau. Tout le monde se souvient. Et maintenant, il veut faire un putsch contre le CFCM. La réunion de l'autre mardi est destinée à obtenir le sabordage du CFCM de manière à créer une nouvelle structure dont il prendrait la tête, où il serait le pharaon de l'islam en France, et surtout, il vise le contrôle des 10 millions promis à la FIC. C'est pour ça que Khaled est devenu l'homme à abattre, pour lui et pour tous ses acolytes. Et il veut aussi avoir un droit de regard dans la nomination des aumôniers militaires. Il faudra bien en parler un jour. Monsieur Safrselam, attendez, s'il vous plaît, parce que là, vous êtes en train de dire quelque chose de très, très intéressant. Vous avez parlé de la rencontre Hector avec Qubeich et les autres, lors de cette décision, et comme vous dites, comme quoi ils essayent de créer quelque chose qui risque de casser le CFCM. Peut-on dire que les personnes, les organisations présentes à cette réunion et qu'ils ont fait une photo sont complices dans cette démarche? C'est une réunion qui a été un échec lamentable parce que la caméra de la GMP nous montre la tribune. Elle ne montre jamais la salle qui était vide. Il y avait pas ceci, il y avait Qubeich et il y avait le tombeur de l'Arbi Kachat à la mosquée de Dawa qui se trompe parce qu'ils l'ont ignoré totalement depuis qu'il a gagné le procès contre Kachat, mais maintenant quand ils veulent remplir la salle, quand ils disent qu'on représente une ou deux autres mosquées de Paris, il est venu. À mon avis, il s'est trompé. Mais dans les couloirs, il a dit j'ai des soutiens en haut lieu. Ça, il continue son bluff. Parce que lui, il n'a pas été convaincant parce que le CFCM a dit statut, il faut réunir son bureau, il faut accepter la demande de Moussaoui de rattacher les missions au CFCM pour qu'elle ne dépende pas que de Djelil Begoura qui a 80 ans, et qui est gâteux, qui a la prétention de dicter à l'oreillette à Laïli Anwar, qui s'est rebellé contre ça. Il veut le silence total sur ses cris, la répétition, et il dit j'ai le soutien en lieu, j'ai une demande des organisateurs de l'islam pour créer une autre structure et s'aborder le CFCM. C'est une mentalité de putschiste, ça. D'abord, il faut réunir le CFCM. Le CFCM, il aurait pu faire comme le Parti communiste australien après 89. C'est une affaire qui a fait rigoler tout le monde. Le secrétaire général du Parti communiste australien, dès la chute du mur de Berlin, il a réuni tous ses camarades en disant « Camarades, le communisme est terminé, je propose la dissolution de notre parti ». Il aurait pu au moins avoir l'intelligence de faire comme ça pour dire on s'aborde le CFCM. Il n'aurait eu l'accord de personne. Donc il fait une réunion parallèle où il a profité du conflit entre Qubeich et Moussaoui. Mais monsieur Salam, le conflit, il n'y a pas que entre Qubeich et Moussaoui, le conflit entre le RMF, à sa présidence bien sûr, Anwar Qubeich, contre le CFCM lors des dernières élections. Le RMF a claqué la porte de CFCM. C'est ça. Oui, mais le RMF accuse Moussaoui d'avoir été complice de l'avocaillon dans cette affaire-là. Ça, c'est des cuisines qui n'intéressent personne. Le CFCM, on le juge sur ses résultats, il est bloqué, ce n'est pas un succès, mais enfin, quand il s'agit d'une bourrasque et d'une offensive contre le prophète, les gens ont la sympathie pour celui qui défend le prophète, pas pour celui qui donne le feu vert pour qu'on continue à attaquer le prophète. La laïcité n'a jamais demandé ça à quelque responsable religieux que ce soit. Il suffit de lire les communiqués de l'archevêque de Toulouse et d'autres ecclésiastiques qui volent au secours du prophète à la place des musulmans intimidés et terrorisés par le terrorisme intellectuel des
concerne l'islam en France, mais là, il se trompe. À mon avis, il bénéficie de cette période préélectorale où la diabolisation de l'islam est supposée rapporter des voix, alors que c'est pas sûr, où c'est Marine Le Pen qui a l'indulgence des musulmans parce qu'elle a viré Messia, à qui elle reproche de n'avoir pas distingué entre l'islam et l'islamisme, ce qui est quand même le bon sens même. On a des gens de la majorité qui ne font pas ce distinguo-là, parce que campagne électorale oblige. Et à mon avis, les choses vont se décompter après la fin de la période électorale. Mais là, moi, je m'en tiens au débat islamo-musulman. Dans cette affaire, d'ailleurs, si on lit le projet de plainte là, diffusé par Rachel Roumi, cet avocat-yon, hein, c'est pas le recteur Fantoche, c'est l'avocat de Roumi, qui commence par disqualifier Aleb en parlant de sa... c'est pas un avocat, c'est pas par voie de justice qu'on destitue le président de la FIF. Le président de la FIF est élu à bulletin secret. C'est pas par voie... Même si les propos de Raleb Béchir concernant Chalroumi sont considérés comme injurieux, ça ne justifie pas son départ, la demande de son départ de la FIF. Donc cet avocat-là, à mon avis, il va au-delà de ses prérogatives. Et il faut. Moi, je ne connais pas un juge bien portant mentalement qui accepterait de donner suite à cette demande de Chalroumi de destituer Raleb de la FIF uniquement parce qu'il a dit que Chalroumi n'est pas légitime religieusement, ce qui est un truisme. C'est une évidence, c'est un lieu commun que de dire que Chalroumi n'est pas représentatif et que Chalroumi massacre le français et que Chalroumi ne représente que lui-même ou les quelques imams qu'il a pu, beaucoup d'imams veulent voyager quand il y a un billet gratuit. Et ils acceptent d'aller avec lui en Orient, mais ça ne signifie pas qu'ils sont ses partisans, ni qu'ils sont inféodés à lui. Il faut savoir raison garder. On est dans le pays des cartes, de la raison, du droit, de la morale. Et ce sont les catégories qui manquent le plus au fantoche de la mosquée de Paris. Ce sont des gens habitués à la délation mensongère. Ils mettaient sur la liste de leur rapport hebdomadaire au DRS contre les fidèles de la mosquée dans les années 90. Ils intimident les gens, ils achètent les consciences et maintenant ils croient terrorisés par les menaces de plainte. Et alors, nous sommes dans... Ça aurait été... D'abord, il faut se poser la question pourquoi la menace de plainte proférée par Sifawi contre Raleb de la part de la GMP n'a pas été suivie des faits. Parce que c'est des journaux algériens où il y aurait eu un procès en Algérie. Or, du temps où les fantoches de la mosquée de Paris avaient de grandes protections en Algérie, ils auraient porté plainte et ils auraient été sûrs de gagner. Mais maintenant, ils ne sont pas sûrs de gagner parce qu'ils n'ont plus de protection en Algérie. Et c'est pour ça qu'ils se rabattent sur la sous-traitance par Chalroumi. Et c'est du folklore, c'est vraiment de la médiocrité intellectuelle. Ben, écoutez, le temps nous dira, M. Sadr Sellam, donc on est arrivé à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot par rapport à cet éclairage transversal que vous avez évoqué sur ce qui est en train de se passer actuellement, médiatisation, judiciarisation et légitimité religieuse. Oui, là, le passage de la médiatisation à la judiciarisation montre que l'agitation médiatique n'a pas donné de résultats pour ces agitateurs agités. Et ils croient pouvoir passer à l'étape judiciarisation, ça risque de se retourner contre eux, parce que c'est un état de droit et les juges ne se déterminent pas en fonction de l'excitation idéologique du fondamentalisme laïciste. Et le problème, le fait nouveau, c'est que le recteur fantoche de la mosquée a pris acte de sa chelroumisation. Il y avait une chelroumisation de la mosquée
Paris latente, maintenant elle est ouverte. Et ça ne donnera pas de meilleurs résultats parce qu'on est dans un état de droit, malgré les complaisances, malgré les supposées protections dont se réclame ce fantoche, la France reste un état de droit et c'est la justice, quand il y a des égarements comme ce que nous venons de vivre pendant ces dernières semaines, c'est la justice républicaine qui reste le dernier rempart de la démocratie et de la vraie laïcité. Monsieur Sadr Salem, affaire à suivre. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Sadr Salem est historien de l'islam contemporain. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, monsieur.